de ces activités, l'association des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures, en collaboration avec le bureau de l'enseignement à distance de l'Université Laval et la commission de la capitale nationale du Québec, vous convie à cette rencontre avec Daniel Mercure et Léopold Nizot. L'avenir du travail. Tout d'abord, Daniel Mercure, c'est qui? Il est docteur en sociologie de l'Université René Descartes, Sorbonne, et professeur titulaire du département de sociologie de l'Université Laval. Outre ses nombreuses participations et invitations dans des activités d'envergure, à Harvard, Oxford et Paris, entre autres, il a à son actif la publication de plusieurs ouvrages, livres, articles et communications scientifiques se rapportant au temps et au travail. Léopold Nizot, quant à lui, est professeur titulaire à l'École des sciences de la gestion du département des sciences comptables à l'Université du Québec à Montréal. Il est de plus titulaire de la chaire d'études socio-économiques du même établissement. Doté d'une riche et vaste expérience en matière économique, il est pertinent dans ses positions et ses propos, d'ailleurs vous allez le voir, ce qui insiste à la réflexion. De multiples publications scientifiques et reportages sur ses positions, ses opinions, parfois controversées, couronne ce cheminement professionnel hors du commun. Donc je vous laisse, chers amis, à nos invités qui vont vous entretenir de la question de l'avenir du travail. Merci de cette invitation. Alors, les mutations du travail, le thème est vaste. En 20 minutes, il est difficile d'en tracer les grandes lignes, si tant est que cela est possible. Je me contenterai donc d'indiquer des pistes. Mais, au départ, précisons le regard. L'économisme s'intéresse à la production des richesses et à la redistribution des richesses. Et dans le domaine du travail, à l'étude de l'offre et de la demande de travail. Le psychologue, de son côté, le psychologue du travail, s'intéresse aux fonctions psychologiques du travail. Le travail comme étant ce qui permet ou non la réalisation de soi. Le philosophe tente de comprendre l'essence du travail, puisque le travail contribue à la réalisation des potentialités créatrices de l'être. Mais nous, que faisons-nous, nous sociologues, parce que je suis sociologue, eh bien, nous portons un regard pour l'essentiel sur le lien social, sur les manières d'être ensemble, sur la constitution des groupes, des sociétés. C'est donc dire que, comme n'importe quelle discipline, nous avons un postulat de départ, et le postulat de départ de la sociologie du travail, c'est à peu près le suivant. Nous considérons qu'il y a une corrélation forte entre les formes de division sociale et de division technique du travail et les formes de sociabilité, de solidarité sociale et aussi de protection sociale. Autrement dit, la place qu'occupe le travail dans une société nous en dit long sur le type de lien social qui caractérise une société. Conséquemment, pour un sociologue du travail, se poser la question des mutations du travail et de l'avenir du travail, c'est poser la question du type de lien social qui caractérise une société, qui est en voie de mutation, et de quelle émergence de formes de liens sociaux devenu témoin en ce moment. Si on revient en arrière, depuis la révolution industrielle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on a assisté pour l'essentiel à l'essor du capitalisme, à l'essor du libéralisme, à la montée des classes bourgeoises, bien sûr, mais également à une très très forte glorification du travail. De la Seconde Guerre mondiale jusqu'au premier et au deuxième choc pétrolier, 1973-1975, il y a là une période qu'on appelle les 30 glorieuses. Cette période, elle se caractérise par une manière d'être ensemble, un type de lien social, ou dans notre langage technique, une forme de régulation sociale, qu'on appelle le Fordisme. Et donc, je voudrais vous entretenir rapidement sur ces principaux traits de caractérisation, attendu que c'est ce qui est en voie d'être transformé. Quel est donc ce monde dans lequel nous sommes toujours et qui est en voie de mutation? Alors, le Fordisme, on peut le résumer en 3 idées. Je vais dire les choses rapidement. D'abord, il y a un axe technique. C'est-à-dire, c'est une société dans laquelle il y a une production en série de biens standardisés en vue d'une consommation de masse.
production de voitures, électroménagers, etc. C'est bien ce à quoi on a assisté de façon massive après la Seconde Guerre mondiale. Premier trait technique ce premier trait technique renvoie donc à la consommation de masse. Deuxième trait essentiel, c'est le lien d'emploi. Dans le Fordisme, le lien d'emploi est fondé essentiellement sur un emploi à durée indéterminée, comportant des garanties d'emploi et renvoyant à une croissance du pouvoir économique liée aux gains de productivité anticipés de l'entreprise. Anticipés, c'est-à-dire concrètement, vous signez des conventions collectives sur une période de 3 ans et vous avez des augmentations de salaire étendues sur une période de 3 ans qui reposent sur l'anticipation de gains de productivité. Au cœur, donc, de la régulation fordiste se trouve le salariat. Donc, société fondée sur la consommation de masse et la production de biens standardisés, société fondée sur le salariat, c'est-à-dire un lien particulier d'emploi. Le salariat est un phénomène récent dans l'histoire. Il y a d'autres formes de liens d'emploi que le salariat. Et troisièmement, des mécanismes d'accumulation et de redistribution de la richesse. Les mécanismes qui sont sociaux et étatiques. C'est l'État-providence. Consommation de masse, salariat, État-providence. Vous avez tout de suite compris que ces trois éléments sont présentement très ébranlés. D'une part, l'État-providence est remis en question en raison des déficits budgétaires et de la lecture ultralibérale du monde qui a présidé à l'essor de certaines formes de gouvernement tant en Angleterre qu'aux États-Unis. Deuxièmement, le salariat en raison de l'emploi précaire, des différentes formes de sous-traitance, du travail autonome et lui-même en recul. Et troisièmement, la production de biens standardisés est aussi remise en question en raison d'une demande de plus en plus fragmentée. On parle donc d'un ébranlement du Fordisme. Comment cela s'est-il produit? Quelles sont les conséquences de cela? C'est ce que j'aimerais examiner rapidement avec vous. Ce qui nous amène dans les années 73-75, c'est-à-dire le premier et deuxième choc de premier, vous voyez? La fin, l'ébranlement sérieux du Fordisme. Fin du Grand Âge. Alors moi, je propose de décomposer cette période qui va des années 70 à aujourd'hui en deux mouvements. D'abord, ce que j'appellerais la grande illusion, de 70 à 80, et ensuite ce que j'appellerais la grande illusion, des années 80 à aujourd'hui. Comment lire cette transformation? Les voies sont multiples. Je propose de lire cela à travers le thème de la flexibilité. La flexibilité est une notion qui n'est pas nouvelle. On la retrouve chez les penseurs libéraux, chez Adam Smith, dès 1776. La flexibilité, c'est toujours sur la recherche de capital, c'est évident. Mais ce thème a pris une importance grandissante à partir du milieu des années 70. Et il a été aussi chargé idéologiquement, bien sûr. La flexibilité, c'est dans le fond cette quête d'une entreprise qui est en mesure de s'adapter aux fluctuations du marché, qui sont de plus en plus nombreuses, et de produire une demande variée. Alors, quelles sont ces formes de flexibilité? Commençons par la grande illusion. Des années 70 à 80, je dirais que deux grands changements apparaissent. On peut appeler la flexibilité technique, puis la flexibilité fonctionnelle. La flexibilité technique, donc les changements technologiques, donc la quête d'outils techniques flexibles qui vont permettre de produire des biens fragmentés pour des clientèles ayant des demandes variées. C'est bien un acte du Fordisme qui se modifie. Et donc, ce à quoi on assiste, c'est un ensemble de changements techniques, robotisation, informatisation, qui permettent à l'entreprise d'être plus souple, plus flexible dans la fabrication. Et ceci a eu des effets très intéressants au départ, puisque ça faisait appel à une mobilisation plus grande du savoir et des savoir-faire des travailleurs. Ça ouvrait la perspective à des formes de travail plus enrichissantes. Ainsi, voyons-nous à l'époque l'introduction des changements techniques. Premier axe de cette grande évolution. Ces changements techniques ont été inévitablement accompagnés d'une plus grande flexibilité fonctionnelle, c'est-à-dire obtenir de la main-d'œuvre qui puisse maîtriser un ensemble de procédés de travail. C'est la conséquence de la flexibilité technique. Ici, en langage plus simple, obtenir une main-d'œuvre polyvalente. Alors là, de nouveau,
d'éclatement des métiers, des postes plus larges, un travail plus qualifiant, à telle enseigne que des gens extrêmement critiques, comme Pierre Schumann, sociologue allemand, qui avait montré à quel point la logique capitaliste conduisait à une forte division du travail, eh bien, font cet ouvrage très important qui s'appelle La fin de la division du travail, à la suite de leurs observations. Et en réalité, nous en allons dans un monde où il y aurait la fin de la division du travail. Nous sommes dans la grande illusion. Les nouvelles technologies, les nouvelles techniques de production, accompagnées de technologies, c'est-à-dire de savoir, conduisent à des travailleurs de plus en plus polyvalents, de plus en plus qualifiés. Et on assiste en même temps à une chute du nombre de travailleurs peu qualifiés et spécialisés. Nous nous dirigeons dans un monde extraordinaire de la technique, de la polyvalence, de la qualification. Et les gens, comme Carl Samet a parlé de nouveaux systèmes de production fondés sur la spécialisation de ça, d'autres, comme Pierre Schumann, ancien marxiste, nous parlons de la fin de la division du travail. Tout est beau. Les choses commencent à se compliquer lorsque le processus de rationalisation se donne à voir dans sa décoloration. Dans les années 79 à 82-83, nous assistons à une crise importante, avec une forte hausse du loyer d'argent, ce qui amène les entreprises à rationaliser, c'est-à-dire à développer des formes de flexibilité financière, dont je vais parler dans quelques instants. Nous assistons aussi dans ces années à un début de mondialisation, un renouveau de la mondialisation, parce que c'est un thème qui est résurgent dans l'histoire du capitalisme, et nous assistons à une montée en force d'une idéologie de droite ultralibérale, conservatrice ultralibérale. Alors, ce qui se produit, c'est l'émergence d'autres formes de flexibilité qui accompagnent les premières. D'abord, la flexibilité financière, qui d'abord est une flexibilité avec un beau discours de management à la japonaise. Production juste en temps, réduction des inventaires. Donc, une rationalisation de la production qui, jusque-là, affecte un peu le travail, mais quand même pas trop. Et puis, deuxième vague, qui est la flexibilité salariale. Alors là, on commence à individualiser les salaires, à ajuster les salaires aux gains de productivité réels plutôt qu'aux gains de productivité anticipés. Il va se jumeler à cette forme de flexibilité la flexibilité numérique, c'est-à-dire ajuster le volume de main-d'œuvre aux besoins, aux fluctuations constantes des entreprises. Alors là, ça rentre dans la grande à la logique de l'économie qui se tourne contre la société d'une certaine manière, tout en ayant des performances, dans certains cas, intéressantes. Cette flexibilité numérique se traduit par l'essor d'un ensemble de pratiques qui sont des pratiques tantôt de sous-traitance, tantôt de contrat de durée déterminée, tantôt de travail à temps partiel, tantôt de travail intérimaire, c'est-à-dire qu'on externalise le travail. Cette deuxième période, on pourrait l'appeler, enfin je propose de l'appeler période de l'impartition flexible. Impartition parce que l'idée, c'est d'externaliser le travail. Impartir, c'est faire par d'autres, et selon des modalités multiples. Partenariat avec d'autres entreprises, prise de contrôle de petites entreprises fournisseurs, sous-traitance au sens juridique du terme, achat ponctuel sur les marchés, et du coup, licenciement massif de main-d'œuvre, on fait faire à l'extérieur. Et de faire faire à l'extérieur, c'est dans l'externalisation. Et il ne manque qu'une idéologie, évidemment, pour favoriser l'essor de l'entrepreneurship des petites entreprises, il ne manquera pas de venir. La seule petite différence dans le passage de l'un à l'autre, c'est que les salaires diminuent énormément, il n'y a plus de garantie d'emploi, il n'y a plus de protection sociale, etc., etc. Impartition, donc, parce que les entreprises se recentrent sur leur métier, pour prendre le langage classique des sciences administratives, ce qui concrètement veut dire que les entreprises conservent leur noyau, font faire à l'extérieur tout ce qu'elles peuvent faire, et le extérieur étant beaucoup de petites entreprises. Flexible, parce que les premières formes de flexibilité technique, flexibilité fonctionnelle sont toujours là, auquel s'ajoute une flexibilité financière, auquel s'ajoute une flexibilité numérique, c'est-à-dire ajuster le volume. Le modèle idéal de l'entreprise devient donc le modèle d'une entreprise qui peut se départir, démobiliser et remobiliser rapidement et son monde et ses équipements techniques, avec le minimum de contraintes
de la part de l'État, de la part des syndicats. Les syndicats sont dans cette perspective dans une position extrêmement défensive, cela va de soi. Ils protègent l'emploi en payant les prix, les concessions, au chapitre de l'organisation du travail, au chapitre des salaires. Les syndicats peuvent. Dans bien des cas, les syndicats sont éliminés. Et vous vous retrouvez donc dans cette dynamique d'impartition flexible qui produit une transformation fondamentale du travail et qui donne une lecture nouvelle de la période de la Grande Révolution. Ce qu'on découvre maintenant, c'est quoi? Ce à quoi on assiste maintenant, c'est quoi? C'est d'avoir de plus en plus la destruction du lien social, donc le travail déraciné, la destruction du lien social entre l'entreprise et ses employés. Puisqu'une grande partie des gens qui travaillent pour l'organisation ne font plus partie de l'organisation, soit des sous-traitants, soit des contractuels, soit des temps partiels, et ainsi de suite. On assiste à une transformation fondamentale de la mise en œuvre du travail ici. Parce que, effectivement, il y a eu un enrichissement du travail. Effectivement, il y a de plus en plus de polyvalence du travail. Mais il y a aussi une demande d'intensité plus forte du travail. Vous voyez? Alors, le problème traditionnel que pouvait repérer quelqu'un comme George Friedman, qui était observant des ouvrières qui travaillaient dans l'horlogerie, il disait ici, l'homme n'est plus grand que sa tâche. Le travail est très parcellisé. Aujourd'hui, on assiste à l'inverse. La tâche est plus grande que la personne. En effet, cet appel à la polyvalence, en même temps que l'intensité du travail est de plus en plus grande, conduit à un travail qui crée une surcharge mentale et conduit à des maladies professionnelles dont il est très difficile, d'ordre psychologique, très difficile d'obtenir une tenue. Stress, burn-out, et ainsi de suite. On demande donc à l'ingénieur formé en structure, au nom de la flexibilité de la polyvalence, de faire du génie mécanique, de faire du génie électrique. On demande aux diplômés d'administration formés en gestion des ressources humaines de faire de la fiscalité, de faire de la comptabilité. C'est comme ça que ça se passe dans l'industrie pharmaceutique à Montréal. Et on s'étonne qu'on a des gens qui passent leur week-end à travailler, à relire un livre, et qui flanchent. Comme on dit, on certains cas, on est plus en mesure d'entendre. Et donc qui flanchent, et maladies professionnelles, stress, burn-out s'ajoutent. Voilà une nouvelle façon, ce n'est plus l'aliénation du poste, c'est la surcharge mentale. Un des effets concrets dans l'activité du travail. Et tous les autres, tous ces gens qui ne sont pas en emploi, et je ne parle pas seulement qui ne sont pas en emploi, qui ne sont pas dans un lien d'emploi de salariat traditionnel, qui représentent beaucoup, eux ne sont plus donc dans une dynamique, si vous voulez, de travail en miettes. Ils ne font plus face au travail en miettes. Ils font face aux miettes de travail. C'est différent. Dans une dynamique autre. Ce sont ces travailleurs autonomes qui se retrouvent dans les parcs post-industriels, qui sont les quartiers résidentiels, comme travailleurs autonomes avec l'ordinateur, le télétravail, les nouveaux parcs industriels de médecins. Mais ça, c'est pour une catégorie. Destruction du lien social avec l'entreprise, mais reconstruction d'un lien social communautaire, très souvent. Ce sont les travailleurs autonomes, ce sont tous les travailleurs à temps partiel, ce sont des générations qui sont visées. La base, les jeunes, le sommet, les clergés, comme si on était en train de construire une société de travail réduite à quasiment une génération, finalement, 15 à 20 ans, entre au-dessus des jeunes, en dessous des travailleurs dits âgés, et dont la notion d'âge renvoie maintenant à des absurdités. La notion d'âge de 50 ans, 55 ans, travailleurs âgés. On est en train de réduire la zone de travail au centre, si vous voulez, de la bombe d'âge. Autre conséquence donc, de cette dynamique. Alors vous voyez un peu ce que la dynamique dans laquelle on est, me semble-t-il, est en train d'ébranler sérieusement les trois piliers du système fondiste, de la population fondiste. Elle s'appuie sur une logique ultra-libérale, c'est bien évident, et elle conduit à des transformations fondamentales de l'activité de travail, où on retrouve conjugués les anciens termes opposés. Au travail parcellisé, en opposition au travail polyvalent, se retrouve un travail, oui, de plus en plus polyvalent, mais avec une intensité de travail forte. Et ainsi de suite, vous voyez? C'est un système hybride de travail.
qui repose de plus en plus sur l'individualisation du rapport de travail et qui remet de plus en plus en question les garanties de travail. Et en outre, si on parle du travail à l'emploi, qui pose le problème du travail à des catégories qui n'ont pas accès à l'emploi, dans une société qui continue, d'une part, idéologiquement, à valoriser fortement le travail, et d'autre part, économiquement, à exiger du travail, parce que les protections sociales diminuent, parce que depuis 1974, le niveau de vie diminue et que le double revenu est de plus en plus essentiel. Voilà donc un peu, me semble-t-il, la lecture que l'on peut faire, et la lecture que j'en fais en est à travers la logique des entreprises. Une logique qui, me semble-t-il, peut être comprise à travers une formule mère, qui est celle de la quête de flexibilité. Donc, les deux premières étapes, me semble-t-il, ont été la flexibilité technique et fonctionnelle, et les deux dernières ont été plutôt la flexibilité financière et numérique. Et ceci apparaît comme courant massif, je dirais, au début des années 80, et je crois qu'on est toujours dedans, dans une perspective maintenant de plus en plus complexe, puisqu'elle repose sur les données économiques de base, l'ébranlement du Fordisme, sur un discours idéologique ultralibéral qui s'affirme de plus en plus, et sur des mécanismes de mondialisation qui font en sorte que la capacité de régulation d'une société sur sa propre économie est de plus en plus remise en question, puisque les ficelles suivent un ensemble qui déborde des États-Nations. Alors voilà un petit peu la lecture, pour ouvrir le débat, la lecture que je fais des dynamiques de transformation du travail. Merci. Donc, suite à l'intervention de mon collègue Daniel Mercure, écoutez, moi, je suis très pessimiste pour l'avenir du travail. On n'a qu'à faire une lecture attentive de ce qui se passe pour en bien voir qu'on s'en va vers une société à taux de chômage très élevé, ça je vais y revenir tantôt, à moins d'appliquer, comment dire, des fonctions dites naturelles. Parce que là, ce qu'ils nous disent, là, ce qui fuck le marché du travail, c'est, comment dire, des fonctions qui sont contre nature, selon l'économie de marché. Et on sait c'est quoi des fonctions contre nature. Eh bien, c'est tout ce qui est réglementation du travail, planification de l'État, réglementation environnementale, etc. Ça, on dit, parce que il faut venir, messieurs, dames, si on fait, oui, une lecture attentive, on s'en va vers, comment dire, des emplois précaires, comme l'a dit Daniel, des emplois temporaires, de sous-traitance. On va se concurrencer les uns les autres, pour des petites crises de job-in, payées à des salaires de misère, et en plus de ça, il va falloir être mobile, parce que là, ça c'est un frein également, comment dire, à l'optimisation des ressources, ce manque de mobilité et de flexibilité. C'est vers ça qu'on s'en va, et tout ça, comment dire, avec pratiquement le cautionnement, par tout ce qui se passe actuellement. C'est ça que le marché, et ça, la parcellisation du travail, la sous-traitance, la précarisation, etc., mais se fait un peu, comment dire, pas avec notre bénédiction, mais comment dire, avec notre culpabilisation. Parce que tout ça, le marché est fort de notre ignorance collective. Il faut bien le voir également, c'est-à-dire que nous, tous et chacun, on est laissés à nous-mêmes, on est orphelins collectivement, parce que pour que ça réussisse, il faut nous mentir, il faut nous culpabiliser, il faut qu'on soit résigné. Quand même, on appellera une solidarité. Si on est tous ignorants, résignés, qu'on se sent coupable, qu'on se sent même profiteur, eh bien, ça, on va faire le jeu du marché, messieurs, dames. Parce qu'on est dans une économie de marché, et ça dit bien, l'ordre spontané du marché. Là, juste ce mot-là, l'ordre spontané du marché, c'est fort, Ça veut dire que le marché crée un ordre spontané. Bon, je vous le demande, y a-t-il vraiment un marché? Avant de parler de marché, trouvez-moi un secteur qui est concurrentiel. Ici, en Amérique du Nord et dans le monde, ce sont tous des oligopoles et des cartels. Prenez ici au Québec, le marché pétrolier, c'est contrôlé à 80% par quatre grandes multinationales. Prenez les banques, 5 grandes banques qui contrôlent pratiquement tout. L'alimentation au détail. Prenez les compagnies d'aluminium dans le monde, c'est 5-6 qui contrôlent le marché mondial.
C'est drôle, par exemple. Hein? Donc ça, on appelle ça le marché. Il n'y a pas de marché. Hein? Parce que l'ordre spontané du marché, c'est l'antithèse de, comment dire, d'une action volontaire. Puis c'est une action volontaire par l'État, hein? Une certaine planification. L'action volontaire mène à une certaine planification collective. J'aime pas le terme État-providence, hein? Parce que l'État-providence, on nous a, tu sais, comme si on était habitués, on est devenu dépendants, comme si je me souviens Michel Chartrand avait déjà vu Chris un poulet lui tomber du ciel, tu sais. C'est un État collectif que nous-mêmes avons bâti ensemble. Hein? Donc, ce soi-disant marché-là, il n'y en a plus. Hein? Mais par contre, on nous disait des États trop gros, c'est ça qu'on s'en va. On s'en va même pas vers l'État minimal, on s'en va vers l'État néant. Parce que ça, c'est une entrave, on va voir tantôt. Pour que le marché là, atteigne l'optimisation des ressources, il faut le libérer de tout ce qui est entrave, tout ce qui est obstacle, tout ce qui est irritant. Et un des gros irritants qui donne des boutons au marché, c'est nous collectivement qu'on appelle l'État. Parce que l'État, pour eux, dit planification. Vous voyez, c'est un terme, comment dire, qui est dangereux. C'est une prétention épouvantable. Le marché va créer un ordre spontané tabarnak. On n'a plus besoin de rien faire, on n'a plus besoin de planifier. L'ordre spontané se fait par nos actions individualistes. Ça, c'est pour nous défaire de nos projets collectifs. Le marché va créer un ordre spontané. Mais les grandes multinationales qui sont plus grands que des pays, hein, qui sont partout dans le monde, eux autres ne planifient pas. Ben non, hein, ils vont au gré. Ça, là, hein, un État trop gros, on dit que c'est bureaucratique, ça ne bouge pas, c'est comment dire. Mais des compagnies trop grosses, très immenses, là, comme General Motors ou Alcan ou Shell, etc., ça n'a que des bienfaits. On a regardé au cours des dernières années, c'est des fusions sans précédent. Hein? Même là, les banques au Canada, là, qui font des profits de 7,5 milliards, disent qu'ils ne sont pas assez grosses. Mais Chris, on s'en va vers des oligopoles. Moi, je ne suis pas à l'économie de marché tel que défini par Adam Smith, mais où il y a des centaines et des centaines d'entreprises qui se font une concurrence féroce. C'est ça les prétentions. Quand il y a un véritable marché, il est supposé, moi, on m'a appris, hein, dans mon cours d'économie de base, pas au collège Jean Brébeuf, parce que c'est trop élevé pour moi, disons au collège Jean-Guy Leboeuf. On m'apprenait, c'est ça qui est beau l'économie de marché. C'est comme ça qu'on va arriver à l'optimisation des ressources. C'est que plusieurs concurrences font une concurrence lisse. On m'a appris qu'il y a des gagnants, il y a des perdants, il y a des forts, des faibles. C'est ça. Mais c'est capable d'expliquer sacrément dans le domaine bancaire, les 6 banques, depuis 5 ans, probablement c'est toutes des gagnants, c'est toutes des profits records, il n'y a aucun perdant. Belle économie de marché. Hein? Donc l'ordre spontané, c'est important, ça veut dire qu'il ne faut plus rien planifier. Ça prend plus de planification, parce que la planification, ça vient frotter le marché, on n'atteindra pas une optimisation des ressources rares du pays. Donc, où est-ce qu'on s'en va, messieurs, dames? Il faut en faire une lecture, hein? Encore, regardez la semaine qui ont lu, là, les journaux. C'est ça que je vais vous donner. Ça, c'est grand, je vais débuter par ça. Nesbitt Burns, qui est une filiale de la Banque de Montréal, a écrit un texte sur la théorie du chômage naturel. Hein? Parce que ça aussi, tout est naturel. L'économie de marché, quand vous embarquez pas là, dans leur affaire, puis vous dites que vous avez certaines réticences, mais l'économie de marché, c'est un ordre naturel. C'est fort, hein? Comme si la nature nous parlait tabarnak. Comme si un taux de chômage de 12%, c'est naturel, comme la gravité d'une pomme là, qui tombe d'un arbre de haut en bas, ce que je chante, c'est un phénomène naturel. Un taux de chômage au Québec, le taux de chômage naturel du Québec est de 10,5%. Là, on n'est pas loin de 10,5%. Ils nous disent à 10,5%, soyez dans l'allégresse, on a atteint plein emploi à Calice. Hein? Mais soyez optimistes, vous allez voir, je suis positif. Là, mon thérapeute me l'a dit, de l'être un peu plus. Hein? Là, je suis rendu un mélange de fréchette et de genre de messe. Je suis des talons mesure du positivisme. Bon, on va le voir tantôt, par exemple.
il y a moyen de baisser le taux de chômage dit naturel. On rit bien, mais comment faire ça qui reste des articles de même d'un jour ou d'autre? Là, je pense que le monde change ses jeux, puis c'est ça. Mais il y a un moyen de faire baisser le taux de chômage dit naturel, hein? C'est en évacuant du marché les gestes contre nature, hein, qui sont venus agresser le marché. Parce qu'ils nous disent, oui, il y a de l'espoir, il y a moyen de baisser le taux de chômage naturel en bas de ça, hein, pour le rendre, et là, leur modèle, c'est toujours le taux de chômage américain qui est à 4,8 4,9 hein. Mais par contre, je vais vous donner juste un facteur que les éditorialistes ne nous disent pas. Dans le taux de chômage américain de 4,9, on ne tient pas compte des 1,5 million de prisonniers dans les prisons et les 8,2 millions de prisonniers qui sont libérés sur parole. Juste tenir compte de ça dans le taux de chômage américain qui sont exclus, le taux de chômage américain fait un bon 5 %. Mais pour atteindre le taux, pour baisser le taux de chômage, donc il y a de l'emploi, ce qu'ils nous disent, vous le savez, hein, ça prend là, c'est ça, messieurs, dames, il va falloir réagir parce que là, tout là est facile. Hein? On nous met, vous, c'est quoi pour abaisser le taux de chômage? Et ça, Alain Dubuc, éditorialiste de la presse, dit ici, il y a des facteurs, comment dire, de démotivation, il y a des facteurs de ça va prendre pour voir ça, c'est des indicateurs, quelque chose comme ça, très fort. Et c'est quoi? Hein? Au Canada, on a trop de couverture sociale. Hein? On a trop de soins de santé, malgré toutes les coupures qu'on a. Donc, les entreprises sont trop imposées. Il faudrait diminuer les impôts des entreprises, malgré que ça fait 10 ans qu'on baisse les impôts. Il faut également, on a trop de couverture sociale, ça c'est un facteur qui ne nous incite pas au travail. Trop d'aide sociale, hein? Chris, encore là, on a droit à des hôpitaux, hein? Ça, il faudrait quasiment éliminer ça. Revenir ce qu'on avait au siècle passé dans le Far West, ça continue de même, ils vont venir nous opérer à la maison, hein, avec un gros gym, tu sais, comme ça se passait, là. Bon, correct d'avoir le gros gym, mais... Et, messieurs, dames, ce qui est plus fort, le salaire minimum est une entrave. Le salaire minimum qui est actuellement au Canada, le 6, c'est quoi? 6,80? Mais ça, c'est un facteur, comment dire, qui crée du chômage. Mais vous voyez bien, donc, leur solution à la Banque de Montréal et aux économistes du gouvernement du Québec et du Canada, etc., hein, pour, par exemple, donner de l'ouvrage à tout le monde, c'est de diminuer les impôts des entreprises, diminuer notre couverture sociale et baisser le salaire minimum. Vous savez où ça nous mène? C'est sûr qu'on va avoir un taux de chômage de 0 si on vient à l'esclavagisme. C'est ça qui nous guette comme marché du travail. C'est vers ça qu'on s'en va. Hein? Quand on augmente le salaire minimum de 20 cents de l'heure, on a les marchés financiers capotent, hein? Et puis, comment dire, il y a des craintes pour une hausse d'inflation. Mais quand les bénéfices, messieurs, dames, les bénéfices, ça c'est empirique, c'est pas moi qui le dis, les profits des entreprises, malgré tout ça, depuis 5 ans, ont atteint des nouveaux records année après année. En 1998, on attend encore des profits records. Mais je vous le demande, cette croissance-là qui en a profité? Et les indices boursiers, hein, et la spéculation, ça c'est des gens qui se sont enrichis indûment. Ça n'a rien donné, vous savez ce que c'est anti-productif. Les indices boursiers, le Dow Jones a atteint 8 000 maintenant. Là, il a dépassé le cap de 8 000. Et ici, à Toronto, à Montréal, c'est record par-dessus record. Ça veut dire que la croissance, elle est là. Mais là, ils viennent me dire que oui, il y a une c'est ça la théorie du chômage naturel. Mon texte est parti. C'est qu'ils nous disent, oui, là, il y a une merde, là, vous voyez, c'est comme ça. On est ça assez crainte, ben, c'est ignorant pour gommer ça. Là, ils viennent nous dire, oui, la croissance est là, ils l'admettent. Hein? Mais malgré la croissance et compte tenu, comment dire, de l'environnement culturel, hein, il ne faut pas s'attendre à plus que, à mieux que 10,5 % de chômage. Alors que dans le passé, on nous avait promis, on a privatisé à tour de bras, on a démantelé l'État. Hein? Dans le domaine de la santé, il y a des vieux, hein, qui vont mourir à queue leu dans les hôpitaux. On leur enlève même le dernier droit à une certaine dignité.
Des vieux qui ont connu la misère, comme il l'a mentionné tantôt, dans les années 40-50, hein, où on en venait, on était à la charité publique, hein, qui ont connu la misère, puis qui ont eu 30 ans, c'est-à-dire ce qu'on s'est bâti ensemble collectivement. Ça veut dire que il nous dit que ça fait une erreur de parcours. Il faut se dépêcher qu'il risque de tout hein, démanteler ça. Ces vieux-là reviennent aux années 40 et ils meurent. Hein? Moi, je dis dans ce temps-là, quand vous et moi, les jeunes, on laisse des vieux mourir à queue lieu dans les couloirs d'hôpitaux, hein, il y en a qui gâchent la terre, ils choirent un peu, mais quand ils se mettent les lectures des journaux, tu sais, comme Charles nous dit, hein, il y en avait 80 000 en liste d'attente des opérations. Charles dit non, c'est 78 000. C'est 78 000, voilà, ça, Bouchard dit, tu sais, que c'est le meilleur ministre de la Santé qu'on a eu. Hein? Messieurs, dames, c'est vers ça qu'on s'en va. Vers quoi qu'on s'en va? Là, on est en train de vous dire, hein? C'est repris par les éditorialistes, leur courroie de transmission, leur valeur de classe, qui nous disent non, hein? Ce type d'emploi, exemple, vous n'aurez pas mieux que 10, attendez-vous pas mieux à 10,5% de chômage, que si vous faites des changements structurels, c'est-à-dire l'intervention de l'État par le biais de la protection sociale, hein, de l'aide sociale, c'est-à-dire le salaire minimum et les impôts des entreprises, mais ce sont des gestes contre nature. Tu sais, on est assez crétin pour bloquer ça, mais vers quoi on s'en va? Mais c'est vers ça. Déjà, combien de fois qu'on entend le discours, il faut être compétitif, il faut être concurrentiel, il faut être productif. Tabarnak, c'est ça la finalité de l'être humain. On va se battre, vous et moi, là, pour faire vraiment vous griller d'une tente roulotte ou d'une maison mobile. Hein? Il va falloir se promener et se battre avec des pays du tiers-monde, etc., pour un salaire de misère. C'est vers ça qu'on s'en va, parce qu'on est tout en train de déréglementer le marché du travail. Hein? Même le patronat demande, par exemple, l'abolition de tous les décrets au Québec. Et puis quand on est rendu, messieurs, dames, à demander qu'il n'y a pas de réaction, il y a des choses qui se disent, là. Un article de même dans les années 70, il y avait 100 000 personnes dans la rue, police. Tu sais? Puis, bien souvent, ça se fait, comment dire, hein? C'est ça, ils nous ont tellement anesthésiés, ils nous ont tellement culpabilisés. Puis on s'y a rien à faire, hein? Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent nous mettre dans la misère, passent pour des bienfaiteurs, des sauveurs, des Pères Noël d'emploi. Même notre gouvernement qui se dit néo-sociodémocrate, il y a un nouveau terme, tu sais, hein? Ils se disent néo-social-démocrate. Excusez-moi ce que ça veut dire, là. Hein? Même eux, messieurs, dames, quand ils sont rendus à consulter à chaque fois des gens d'affaires, au dernier sommet économique, hein? Jean Coutu, qui présidait ce sommet-là, il y avait André Bérard. À la commission de la fiscalité, encore des gens d'affaires, même notre gouvernement consulte, il n'y a pas d'issue, c'est-à-dire, il n'y a pas d'issue pour nous collectivement sans consulter, c'est eux qu'on fait. Alors, ce sont des profiteurs qu'on en fait notre gouvernement et nos médias et nos intellectuels en font des sauveurs. Et c'est comme ça qu'on nous a eu. Même nous autres, on se poigne les uns les autres. Hein? Les vieux, les jeunes face aux baby boomers. Les baby boomers, ça accapare toute la richesse. Il n'y a aucune statistique. Moi, on connaît bien les baby boomers qui sont dans la misère. Les travailleurs syndiqués et non syndiqués se poignent les uns les autres. Même dans la fonction publique, hein? Les travailleurs, comment dire, du provincial, du fédéral, s'en prennent aux travailleurs municipaux parce que c'est ça-là, c'est rendu ceux-là maintenant les faux privilégiés, des gens qui gagnent en moyenne 30-40 000, hein, puis qui ont l'insigne, comment dire, l'insigne disgrâce d'avoir une job permanente, syndiquée. C'est l'horreur. Même nous, c'est ça qui est le jeu du marché. Puis ça se fait avec le ressentiment. Combien il y en a d'entre vous qui avaient protesté quand on a collissé 50 000 fonctionnaires au fédéral à bord? Ceux qui ont dit bravo, au provincial, la même chose. Combien il y en a qui sont pour qu'on baisse de 6 le salaire des employés municipaux, alors qu'on en fait des faux privilégiés? C'est ça qui est le jeu. On se poigne les uns les autres. Hein? C'est-à-dire le monde ordinaire. Les pauvres, même c'est-à-dire, les assistés sociaux s'en prenaient aux chômeurs. Tu sais, les chômeurs en avaient trop, c'était les gratuits des chômeurs. Hein? Les accidentés du travail, c'est des profiteurs, c'est des buveurs de grosses dots tablettes. On se pogne tous les uns les autres, on s'en va toujours vers le bas. C'est ça si vous faites une lecture de ce qui arrive. Hein?
Puis là, il y a des gens qui gagnent un salaire potable, qui ont des conditions de travail potables. Mais là, c'est sûr, quand on est isolé, on se dit, ouais, mais Chris, tu sais, moi, je suis dans le misère, pourquoi pas lui, qui baisse. Puis pendant ce temps-là, des gens, comment dire, qui profitent et ont les mêmes systèmes. Des multinationales, des gros actionnaires, des dirigeants d'entreprise, s'en mettent toutes les poches. Plein les poches. Mais je vais vous donner juste une statistique. De 93 à 96, en seulement 3 ans, là, j'ai pas le temps, mais en 3 ans, la bourse de Toronto et de Montréal a réalisé des gains, là, je ne compte même pas 97, des gains de 150 milliards. Savez-vous, hein? Est-ce que ça, moi, premièrement, ça a été pratiquement pas imposé, parce que c'est tous des impôts reportés, puis quand ça va être taxé, ça va être taxé à tarif réduit, si seulement, parce qu'il y a plein de trucs dans créer des fiducies, vous avez vu l'exemple de la fiducie Branchlet. Il y a 150 l'enrichissement nous sort par les oreilles, messieurs, dames. Moi, je me dis dans ma petite tête, hein? Vous le savez, j'enseigne à l'UQAM. Selon mes clés, à tous les ans, juste les clés sortent un sondage. La banque est toujours bien cotée, mais nous autres, on est toujours style 36e sur 38e à l'UQAM. Même l'ex-premier ministre, dans le temps, il était premier ministre, Daniel Johnson, qui était là, de façon temporaire, j'avais sorti une étude au musée, à la privatisation du Mont-Saint-Anne. Il m'avait dit ça, Lauson discrédite l'UQAM. J'avais dit, Daniel, comment je peux discréditer l'UQAM? On est 36e sur 38e. J'ai dit, Daniel, au prochain sondage, on tombe 38e sur 38e. On va prendre ta sonnette. Il m'avait dit, Lauson a confondu des revenus bruts avec des revenus nets. Mais une discussion comptable ici, ça c'est très chocatif, c'est très shocking. Confondre, comme j'ai toujours dit, pour un comptable, confondre des revenus bruts avec des revenus nets, c'est aussi gros que de confondre un chevreuil avec une mouche à chevreuil. Bon, tu sais, messieurs, dames, mais c'est ça, écoutez, où cette fois me dit, là, depuis 5 ans, il y a des profits records, même avec tout ce que, tu sais, il y a des profits records, il y a des gains records, il y a des spéculateurs qui font des gains records. Ceux qui sont ici en économie savent c'est quoi, c'est antiproductif des gains de spéculation comme ça à la bourse. Mais où cet argent-là? Comment se fait-il qu'il n'y a pas, comment dire, une relation proportionnelle avec les recettes fiscales? Comment se fait-il qu'on ait, tu sais, l'argent qui collectivement ne sort pas par les oreilles, qu'on n'est pas en train de réinvestir dans la santé, dans l'éducation, etc. Mais malgré tout ça, messieurs, dames, vous pensez que c'est fini? Ils en redemandent. Ils disent, là, c'est ça. Ils disent, oui, la croissance est là, ça va continuer. Mais il n'y aura plus de redistribution pour favoriser l'emploi. Il va falloir que le monde ordinaire, on se contente de moi. Messieurs, dames, des gens, qui demandent une baisse dans le salaire minimum. Hey, on a enfermé 6 mois de prison pour 2 cols bleus à la ville de Montréal qui ont défoncé supposément une porte d'hôtel de ville. Il y a un juge qui a dit, c'est comment dire, on s'attaque aux institutions démocratiques. Il a qualifié ça de coup d'État, tabarnak. Genre, ce juge-là qui va en France, parce qu'il verra aller les routiers, par exemple, ou les marins pêcheurs, ils se les oreilles, ils se l'oreille, Messieurs, dames, maintenant, je vous le demande, à 6,80 heures, c'est trop. Ça vous sait quoi, payer 6,80 heures? Faites le calcul 40 heures par semaine au bout de l'année. Vous êtes dans misère. On est dans misère, mais il en demande. Que ces gens-là, c'est criminel de suggérer ça. Même Michel Audet, de Québec, la Chambre de commerce de la province de Québec, qui récemment a demandé des coupures de 15 milliards dans les dépenses de programme. Mais ça, les journalistes sont là, puis ça passe, puis tout court, tu sais. Mais quand vous opposez à ça, vous passez pour un fanatique, un communiste, etc., tu sais. À part ma mère, il n'y a personne qui utilise du superlatif à mon endroit. Mais ça, un gars comme ça qui est suggéré, messieurs, dames, juste en terminant, suggérer une baisse du salaire minimum, suggérer, exemple, venez nous dire qu'on a trop de couverture sociale, puis c'est un frein à l'emploi, puis venez nous dire qu'il faut qu'il... Moi, je me dis,
C'est inhumain. Ces gens-là ne savent pas la misère qui se cache derrière ça et la mort, messieurs, dames. La mort, peut-être pas là, sur le champ, mais c'est une mort un petit peu, messieurs, dames. Il y a de la mortalité derrière ça. Si on continue, alors que, je ne sais pas si on n'avait pas de richesse, mais la richesse ne sort pas seulement par les oreilles, mais par tous les orifices du corps humain. À moins d'équiper en oreille, là, mais ça nous sort de partout, messieurs, dames. Moi, je pense qu'on s'en va vers... Mais c'est ceux qui vont réussir à vous savoir, les jeunes, hein? Ah, ben là, hein, si vous faites partie des winners, tu sais, les winners là, qui restent là, il y en a là, une infime minorité qui vont profiter abondamment de ce système du néolibéralisme-là. Mais la très grande majorité, hein, du monde vont être les victimes, et surtout les jeunes. C'est vers ça qui reste. C'est ça votre avenir. Tout de suite, là, à vos enfants, à la naissance, là, c'est ça la finalité, comment dire, de notre passage temporel sur la Terre. Il faut faire que vous inculquiez, vous dites à vos enfants, il faut que tu sois efficace, puis effectif, puis productif, puis il faut que tu sois en concurrence avec les Thaïlandais, puis les Péruviens. Tabarnak, c'est ça la vie. Hein? Puis il va falloir se compétitionner les uns les autres, puis on n'aura plus aucun bien collectif. Parce que ce qui nous unit, mes frères et mes sœurs, entre nous, ce sont les biens collectifs qu'on se donne ensemble. C'est ça qui nous unit, c'est ça qui fait une société. Sinon, si on abandonne tout ça comme on est en train de le faire, on va être une sommation, comment dire, vulgaire d'individus qui poursuivront chacun nos petits objectifs là, grossiers, personnels. Bonjour, moi je suis Renaud Blais, je suis un touriste à l'université, parce que je n'ai pas moyen de me payer cours. Ensuite, j'aimerais entendre M. Mercure qui quand vous avez parlé tantôt de flexibilité, de précarisation de l'emploi, j'aimerais ça que si vous avez étudié les cas, en quoi ça s'est traduit chez les professeurs permanents à l'université? Votre question contient la réponse, puisque vous dites qu'il y a permanence et que donc les emplois précaires reposent précisément sur le fait qu'il n'y en a pas. En fait, l'idée de permanence en pension, c'est l'idée de garantie d'emploi, de contrat de durée indéterminée et de protection syndicale pour un emploi. Bien sûr, c'est un groupe organisé qui, bien sûr, défend ses intérêts, mais quand vous jouez, votre question comporte une charge, quand vous jouez la permanence, il y a le sous-entendu, ce que vous voulez. Vous posez donc la question de savoir si, dans une société, on doit avoir des gens qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée, avec une certaine garantie d'emploi et avec des protections. Il y a dans notre société, il y en a de moins en moins, puisque les syndicats s'effondrent. Alors la question que je vous pose, c'est la suivante. Est-ce que vous considérez que c'est un mal dans une société qui a des contrats à durée indéterminée et que les gens puissent bénéficier d'une certaine garantie d'emploi et d'un droit à l'erreur? Bonjour, je m'appelle Hélène Couture et j'aimerais parler en tant que citoyenne. Grâce au professeur Lauzon, j'ai compris aujourd'hui comment les Américains font pour garder des taux officiels de chômage assez bas. Il y a une façon qui est utilisée ici, c'est de ne pas comptabiliser les assistés sociaux qui n'ont plus droit ou qui n'ont pas eu droit au chômage. Et de cette façon-là, on obtient des taux qui ne sont pas très loin du fameux 10 %. Mais alors là, tous ceux qui ne travaillent pas ne font pas partie nécessairement de ce 10 %. Pourtant, ce sont des gens qui ne travaillent pas, et puis la plupart de ceux-là, ceux qui sont en santé et qui ont l'âge de le faire, aimeraient bien travailler, du moins je le suppose. Et puis là, j'ai entendu aux nouvelles qu'il y a des surplus à la Caisse d'assurance chômage. Et là, il faudrait que la Caisse d'assurance chômage verse ces surplus-là au gouvernement pour que les grosses compagnies continuent à ne pas payer leur part juste d'impôt. Et pour ça non plus, il n'y a personne qui sort dans la rue. Enfin, ce n'était pas vraiment une question, c'était un commentaire. Est-ce qu'il y a moyen de retourner la vapeur là-dessus? Écoutez, bon, pour le modèle américain, j'ai pas d'outils. Vous savez, il y a ça, c'est 8 millions. Aux États-Unis, ça c'est des données empiriques, il y a 20 millions de working poor. Ça, c'est des gens qui travaillent et qui sont en deçà du seuil de pauvreté. Et ça ici, ça, on n'en tient pas compte dans les données du chômage aux États-Unis. Ça, c'est grave. 20 millions de working poor, c'est des données empiriques. Hein? Fait que là, le taux de chômage, la même chose ici. Vous voyez, en modifiant, là, on appelle tout ça l'assurance chômage et l'assurance emploi.
Bon, là, c'est comment dire, c'est une porte directe vers l'aide sociale. Mais quand les gens sont sur l'aide sociale, plus on les sort vite de l'assurance-emploi, ils ne rentrent plus les statistiques de chômage. Moi, je me dis, écoutez, c'est simple, comment on va pouvoir s'en sortir? Parce que là, on est à mort. Je ne blâme pas personne dans la salle ici. Moi, je suis peut-être le plus grand ignorant. Hein? Le marché est fort de l'ignorance, madame. Comment on peut s'en sortir? Moi, je vois deux solutions. Je ne peux pas vous demander de vous solidariser. Comment peut-on se solidariser si on se sent coupable, si on est résigné? Quand même, les assistés sociaux coalisent, il y en a certains au niveau des chômeurs, je disais, mais on a peut-être trop, il faut faire notre part. Quand on est tous résignés, puis on se sent coupable, on se dit, il n'y a pas moyen de faire pour, puis on est abandonné à notre sort, par les politiciens, par les médias et par les intellectuels. On ne peut pas demander de solidariser. La première chose qu'il faut faire, comment dire, c'est de s'informer, c'est de développer un esprit critique en étant conscient, des gens conscients. Et ça, on ne pourra pas le faire tant qu'on ne sera pas informé correctement. Et c'est certainement pas avec les médias d'information qu'on a, tant écrits que parlés, qui sont contrôlés par des grandes multinationales, qu'on va pouvoir nous informer correctement, on nous ment et on t'évente. Bon. Il faudrait, exemple, je ne prends pas, je ne dis pas que les Français sont mieux. Hein, mais en France, la droite a essayé de faire un petit tour de passe-passe avec des élections anticipées, puis la droite a chupé. Mais en France, hein, ils ont ce qu'on n'a pas ici. Ils ont des médias, je ne dis pas qu'ils ont, c'est sûr qu'ils ont François ou Figaro, mais ils ont, je vais vous en nommer quelques-uns, Libération, L'Humanité, Le Canard enchaîné, Charlie Hebdo, Le Monde diplomatique, Le Nouvel Observateur, sans compter un paquet de journaux régionaux qui sont en tendance progressiste. Bon, on n'a pas ça ici. Donc, c'est comme ça qu'on informe. Il va falloir se doter d'un journal du peuple, hein? Et ça, il va falloir que des gens comme les grandes centrales mettent la main à la porte pour financer ce genre, comment dire, de médias d'information. Sinon, ça va prendre, c'est pas nous autres, là, avec une petite conférence ici et là, où on est, comment dire, une goutte d'eau dans cet océan de journalistes de complaisance. Et deuxièmement, il va falloir se donner un parti politique, hein, qui est vraiment là, progressiste. Comme disait Michel Chartrand, il y a autant le Parti libéral que le Parti québécois, c'est comme une paire de fesses. Puis l'Action démocratique, c'est tout le cul. On voit les grossiers. Moi, en tant qu'universitaire, moi, je suis un peu mieux, là. Je dis, il y a autant de différence entre le Parti libéral et le Parti québécois qu'il y en a entre les deux frères Dupont dans Tintin Milou. On voit que c'est plus intello, hein? Moins dur. Mais il va falloir se donner, on est orphelin politiquement. Bonjour, mon nom est Véronica Rioux, je suis étudiante en politique internationale. Je voulais vous remercier beaucoup pour les constats que vous nous avez donnés à vous deux conférenciers. Mais ma question est surtout pour M. Lauzon. Vous constatez énormément de difficultés au plan des orientations données au travail, mais en tant que citoyen qui voudrait peut-être renverser les tendances que ceci peut prendre, est-ce que vous ne considérez pas qu'il y a des lieux d'action où il faudrait que ça dépasse le cadre du pays ou de la nation dans lequel on peut agir? On vous parlez de problèmes environnementaux, de problèmes d'action multinationale. Est-ce que ça réclame une action justement qui dépasserait les frontières? Et si oui, bon, quelle forme est-ce que ça pourrait prendre? Je suis d'accord avec vous, face à des multinationales, face à des capitaux qui se déplacent internationalement, qui ont une portée internationale, ça prend des groupes internationaux qui se solidarisent. Il y en existe, je pense, dans le mouvement écologique comme Greenpeace, malgré tous les défauts qu'il a, on ne peut pas nier les mérites de ce mouvement-là. Au niveau des droits de la personne à l'Amnesty internationale, je pense au niveau des jeunes également, il faut définitivement développer des coalitions, des ententes au niveau international pour lutter sur le front international. Mais dans un premier temps, il faut commencer sur une base locale avant de penser s'en aller au niveau international. Je voudrais simplement vous
dire que moi je partage ce point de vue de un, et de deux, ajouter que nous avons les outils pour le faire. Ça existe. Il y a un Parlement qui travaille, qui s'appelle le Bureau international du travail, qui est à Genève, où se retrouvent les représentants des États et au plus haut niveau, parce que c'est le ministre du Travail du Canada qui est là, les représentants du patronat canadien, pour notre pays, les représentants des grandes organisations syndicales. Et ces gens-là prennent des décisions. Ce Parlement a un pouvoir énorme, mais son champ est réduit. Le dernier thème, c'est le travail des enfants, donc ça va être le grand thème. On pense qu'il y a derrière cette interdiction du travail des enfants. On voit les enjeux des pays du Nord. Mais je veux simplement vous dire que c'est pensable, du point de vue international, d'avoir des interventions dans certaines instances, comme le Bureau international du travail, qui pourraient, par exemple, porter simplement sur le dumping du travail. C'est des réglementations. On a ce qu'il faut, d'une certaine manière, institutionnellement. Et bien sûr, pour que ça se fasse, cela suppose qu'il y aura une opinion et des mouvements sociaux qui vont stimuler cette opinion. Mais ce que je veux dire, c'est que concrètement, c'est pensable par la voie juridique. Ce Parlement pourrait décider un certain nombre de choses si les États étaient consentants, évidemment, qui auraient des effets sur la mobilité de la finance. Et est-ce qu'on peut s'imaginer dans un système comme le nôtre, ces parlements ayant en compte la mobilité de la finance? Ça, c'est une question politique. Mais c'est pensable. Et les outils existent.